droite. C'est peut-être le message qui va être encore finalement adressé aux Français aujourd'hui. C'était déjà le cas avec la nomination et le choix de Jean Castex. Peut-être une prolongation de cette confirmation politique, de cette orientation pour la suite du quinquennat. Ça fait peut-être partie des surprises, des débauchages. On sait qu'Édouard Philippe a beaucoup travaillé en son temps pour rassembler une partie d'élus locaux de droite, pour les faire converger vers la majorité. Est-ce que cette stratégie sera incarnée et peut-être précisée à l'occasion de la nomination de ce gouvernement? C'est possible. Voilà, Ruth Elkrief nous rejoint enfin. Merci Ruth d'être là. On a fait en sorte que les mouches qui étaient sur ce plateau tout à l'heure disparaissent. Donc voilà, on est content de vous retrouver. C'est une autre mouche, une fine peut-être, mouche qui vous rejoint. Pierre-Alexandre Anglade, est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous avez des pistes? On entend beaucoup de choses depuis ce matin, enfin depuis ce week-end en l'occurrence. Mais est-ce que vous savez comment va être composé ce gouvernement? D'abord, on nous parlait il y a encore quelques heures de grands pôles. Visiblement, Jean Castex ne serait pas forcément pour ces grands pôles. Quelle doit être et quelle va être l'organisation de ce futur gouvernement? Je n'en sais strictement rien. Et si vous le saviez, vous ne me le diriez pas? Certainement pas. Voilà. Peut-être que je vous dirai quelques brides, mais en réalité, on voit bien que, et comme le disait assez justement Jérémy Trottin, il y a eu des remaniements par le passé qui se faisaient parfois en lien avec les journalistes, les éditorialistes sur les plateaux de télévision, avec des listes qui circulaient dans tous les sens. Là, on se rend bien compte qu'il y a une forme d'étanchéité qui est absolument totale. On peut parler de chape de plomb, je crois. Mais qui, je crois, nécessaire. Parce qu'en réalité, si l'on commence à sortir des noms dans tous les sens, on voit bien que les uns et les autres pourraient s'affaiblir. On peut essayer c'est un peu un jeu de balle-trappe, parfois, un remaniement. Et on a le sentiment que des noms sont jetés en pâture pour essayer peut-être d'en dégommer un, pour en mettre un autre à la place. Donc moi, je suis assez satisfait du fait qu'il y ait une forme d'étanchéité autour de ce remaniement. Ce qui est important, c'est pas forcément le casting, mais c'est les choix politiques qui vont être faits. Et ce sont des choix politiques qui devront guider le projet, le cap qu'a fixé le président de la République dans son interview la semaine passée, qui sera fixé à nouveau dans son interview du 14 juillet, avec des personnalités qui seront immédiatement à la hauteur des enjeux et immédiatement dans l'opérationnalité sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre ces Alors réformes. expliquez-nous ce matin comment Jean Castex incarne ce que le président de la République a appelé la semaine dernière le nouveau chemin. D'ailleurs, il a utilisé cette expression, je crois, le 14 juin dernier, lors d'une interview en première instance. Ouais, écoutez, moi je crois qu'on a vécu ces derniers mois une crise qui était absolument sans précédent, avec des bouleversements internationaux, avec des bouleversements dans notre pays extrêmement profonds, qui appellent mécaniquement à un changement d'équipe. Et lorsque l'on change d'équipe, on change le capitaine qui va avec. Et donc le changement de Premier ministre, il a d'abord été guidé par cette logique-là. Ensuite, Jean Castex, c'est une personnalité qui a une méthode qui est peut-être différente du Premier ministre précédent, qui est très ancrée dans les territoires, qui a une histoire d'élu local, qui a eu une action à l'Élysée, dans des ministères, et donc qui connaît. Ça, c'est ce que La République En Marche met en avant depuis sa nomination vendredi. On a bien compris que c'était un homme de terroir, etc. C'est très important. Moi, je crois que là où on nous a dit à de nombreuses reprises que le mouvement politique que nous représentons était parfois déconnecté des réalités du terrain, des territoires, du pays de façon assez injuste, parce que je rappelle qu'il y a quand même de grands élus locaux dans notre majorité. Je pense à François Bayrou, je pense à Gérald Darmanin, à Édouard Philippe désormais, ou à d'autres. Eh bien, Jean Castex, il vient une fois de plus tordre le cou à cette idée reçue, et le lien avec le pays, avec ces territoires, il est extrêmement important, et c'est ça qui la vraie valeur ajoutée, je crois, de Jean Castex pour ce rôle de Premier ministre. Ça, c'est pour la valeur ajoutée. Est-ce que l'autre valeur ajoutée de Jean Castex, Pierre Jacquemin, c'est le fait qu'il est en quelque sorte, pour l'instant en tout cas, une sorte de grand administrateur et qu'il laisse les mains libres à Emmanuel Macron pour faire ce qu'il veut? Je rappelle que 2 de ses principaux collaborateurs sont directement nommés par le président de la République à Matignon. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une des principales observation que l'on peut faire sur le profil du Premier ministre. Le profil de ce nouveau Premier ministre ressemble à peu près à celui d'Édouard Philippe quand on l'a nommé à Matignon. On ne savait pas exactement qui il n'était pas connu du grand public, et ils sont tous les deux des énarques qui viennent de la droite. L'un se dit de la droite sociale, l'autre se revendique plutôt d'une droite plus sarkozyste, même s'il se revendique gaulliste social tel qu'il a pu le dire dans la presse ce week-end. Je pense qu'effectivement, il a ce que l'on pourrait appeler, ce que Nicolas Sarkozy a appelé en son temps son premier collaborateur, même si lui-même s'en défend et qu'il dit
dit qu'il va falloir apprendre à le connaître et qu'il a ses convictions propres et qu'il pourra imposer un style tel qu'on ne l'imaginait pas non plus chez Édouard Philippe. Au début, moi-même, je pouvais dire qu'Édouard Philippe aurait pu être un grand collaborateur. On a montré, il a fait la démonstration qu'il a su imposer un style et parfois même mener la bataille contre le chef de l'État sur un certain nombre de sujets. On l'a vu sur les retraites. Donc il faut voir quel sera le Premier ministre, quelle sera la manière de faire de la politique telle que le Premier ministre l'a lui-même annoncé. Un mot quand même sur ce remaniement, parce que c'est vrai qu'on sent quand même dans la Macronie d'une manière générale un problème de casting, de personnel politique. On voit bien qu'il a toujours eu du mal à chaque remaniement à essayer de faire émerger des nouvelles personnalités, jusqu'à aller chercher la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, puisque elle-même, Valérie Rabault, qui dirige le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui est donc dans l'opposition à Emmanuel Macron et à la politique de ce gouvernement, a été contactée, elle a confirmé avoir été contactée par l'équipe gouvernementale pour entrer au gouvernement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette envie de cette majorité d'aller chercher justement des symboles pour montrer que Emmanuel Macron est toujours dans ce et en même temps. Reste à savoir s'il va réussir son pari d'aller chercher des personnalités issues de la gauche chez les écologistes. Sans doute y arrivera-t-il. C'est ça que j'appelle des surprises. Je ne crois pas que ce serait une surprise d'avoir des personnalités issues des Républicains, puisqu'il est quasiment acté maintenant que Emmanuel Macron mène une politique de droite, donc compatible avec le programme des Républicains. Après, voilà, sans doute des débauchages à gauche, on en a vu avec Olivier Dussopt qui a pu rentrer au gouvernement et d'autres encore. J'imagine que sans doute le gouvernement et l'équipe d'Emmanuel Macron sont très attachés à aller chercher des figures de la gauche. Il est 11h15 et on attend toujours évidemment la nomination du nouveau gouvernement, le détail, les noms évidemment de qui composera cette nouvelle équipe dirigée par Jean Castex. Routel Krief, est-ce que vous avez, vous, des informations, des détails, ou est-ce qu'on reste dans le flou? On parlait de chape de plomb tout à l'heure. Je ne vais pas faire semblant d'en savoir plus. Non, toujours pas. Vous auriez pu avoir un coup de fil, un texto, un SMS. Non, bien sûr. Non, ce qui est, vous parliez, Pierre Jacquemin, de personnes qui viendraient de la gauche. Il y en a dans le groupe La République En Marche déjà. Il y a des gens qui viennent des écologistes. Donc c'est vrai que le nom de Barbara Pompili, par exemple, est prononcé parce que elle a une légitimité écologiste indéniable et elle a rejoint La République En Marche. Donc il y a des personnalités qui sont aussi extérieures, qui ont été des politiques, qui connaissent bien les règles de la politique et qui pourraient aussi revenir et qui n'ont plus autant une étiquette, qui ont même été ministres dans d'autres gouvernements de droite et qui reviendraient à des postes très différents, notamment à la culture par exemple. Donc il y a des personnalités qui de toute façon sont là. Ensuite, c'est un jeu d'équilibre. Il y a une bataille, je pense, assez forte pour le ministère de l'Intérieur qui devrait être réglée, mais apparemment ça reste peut-être encore un petit peu compliqué. Et puis, il faut trouver suffisamment de femmes importantes et avoir une parité totale qui nous est promise et qui, évidemment, est très importante aussi, avec des femmes qui ont de la personnalité, qui ont du poids politique, c'est très important, qui ont l'habitude de la politique, qui ont l'habitude des arbitrages politiques et qui peuvent être écoutés. Et il semblerait en tout cas que les choses soient relativement avancées. Julia Van Elst, vous êtes à Matignon ce matin pour le live BFM, où se trouve Jean Castex en ce moment même. Exactement, Jean Castex qui est donc ce matin à l'hôtel de Matignon avant de se rendre cet après-midi dans les 3 assemblées. 14h30, il doit rencontrer Gérard Larcher au Sénat, puis Richard Ferrand à l'Assemblée nationale et enfin Patrick Bernasconi au Conseil économique et social. Matignon qui insiste sur le fait que Jean Castex souhaite établir, je cite, une relation de confiance avec les 3 présidents. La stratégie est claire pour le nouveau Premier ministre, soigner donc ses relations avec le Sénat et l'Assemblée nationale, alors qu'il aura besoin de leur appui pour mener à bien sa politique. Et puis, autre objectif de cette journée, soigner la majorité, alors que, comme vous l'avez dit, Jean Castex est un homme politique de droite, d'où l'opération séduction de ce soir. Il va recevoir les députés de la majorité à partir de 19h ici à Matignon. Les députés qui, jusqu'à présent, se sentaient un peu délaissés par son prédécesseur Édouard Philippe et qui espèrent donc ainsi retrouver un véritable chef d'orchestre. Merci Julia, et n'hésitez pas à nous rappeler dès que les choses évoluent, que vous avez du nouveau. Évidemment, on attend toujours l'annonce de ce nouveau gouvernement. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV dans quelques minutes ou d'ici quelques heures. En tout cas, ça c'est relativement certain. Dites-moi, Pierre-Alexandre Anglade, de l'arrivée de Jean Castex, est-ce que c'est une réponse à ceux qui s'interrogent sur la place que veut faire Emmanuel Macron à l'écologie ? Écoutez, moi je crois que Jean Castex a dit extrêmement clairement, d'une part dans son interview
vendredi soir sur TF1 et dans son interview hier au GDD, que l'écologie n'était pas une option et qu'il en faisait une priorité politique. Et donc, ce qui est évident, c'est que le parcours qui est le sien ne retranscrit peut-être pas cette sensibilité-là, mais la volonté politique qui est la sienne, la volonté politique qui est celle du chef de l'État, la volonté politique qui est celle de la majorité est extrêmement claire sur la transition écologique. On doit faire plus et plus vite et beaucoup plus fort dans les semaines et les mois à venir parce qu'il y a une aspiration très profonde dans la société française pour que l'on fasse plus. Et donc c'est le message qui a été entendu et c'est le cap qui a été fixé par le président de la République. Et je rappelle quand même que sur les 3 premières années du quinquennat, on a fait beaucoup pour la transition écologique. La fin des centrales à charbon, la fin de l'exploitation des hydrocarbures, la fin de Notre-Dame-des-Landes, la fin d'Europa City. Vous considérez que c'est beaucoup, mais les écologistes et une partie de la gauche considèrent le contraire. Eh bien, écoutez, la gauche qui était au pouvoir dans la législature passée avec des écologistes au gouvernement aurait eu l'occasion de le faire. Ça n'a pas été fait. Nous l'avons fait sous ce quinquennat. Et donc, il y a des choses qui ont été faites. Je veux le dire parce qu'on dit souvent que cette majorité, ce gouvernement, n'a pas de bilan. Eh bien, il y aura, à la fin de ce quinquennat, un bilan, mais qui sera amplifié dans les 2 années à venir avec la nécessité de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et de protéger encore plus la biodiversité et beaucoup d'autres choses. Pierre Jacquemin, vous avez le sentiment que l'écologie est compatible avec ce que pourrait être, ce à quoi va ressembler le gouvernement de Jean Castex ? En tout cas, j'imagine que les signaux doivent être envoyés à travers la nomination de ce futur gouvernement et que sans doute des personnalités issues de l'écologie, que ce soit des anciens d'Europe Écologie Les Verts qui aient fait la démarche de rejoindre Emmanuel Macron, comme le disait Ruth tout à l'heure, comme Barbara Pompili par exemple, peuvent effectivement intégrer le gouvernement, ou d'autres personnalités, je pense évidemment à Pascal Canfin, qui pourraient intégrer ce gouvernement. Moi, je reste toujours à cette phrase qui marquera à mon avis le quinquennat, qui était le départ et la démission de Nicolas Hulot, qui avait expliqué les raisons de son départ. Il avait dit qu'une politique écologique n'était pas compatible avec la politique économique d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté de transformer ou en tout cas de changer radicalement la ligne politique, la ligne économique de ce gouvernement. Donc tant qu'il n'y aura pas de remise en cause radicale... Pardon Pierre, mais excusez-moi, mais quand on accepte 146 propositions de la Convention citoyenne, on va voir si elles sont appliquées. Sur 149, bien sûr. oui. Non mais parce qu'il y a effectivement... c'est un engagement. Après, vous avez tout à fait raison. Il faudra voir si c'est appliqué, comment, si ça ne sera pas totalement transformé. On devait sortir du glyphosate, on devait ne pas avoir un regard aussi bienveillant à l'égard des traités de libre-échange. Je constate qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de promesses et d'engagements qui avaient été tenus, qui ne sont pas comptés aujourd'hui. Et puis, pour revenir sur cette convention citoyenne pour le climat, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de décider les choses maintenant, alors qu'elles devraient se décider maintenant. C'est renvoyé à peut-être un référendum, peut-être à un projet de loi, peut-être à des discussions parlementaires aussi, mais je ne vois pas une détermination à agir là, maintenant, tout de suite. Après, voilà, moi je pense qu'Emmanuel Macron a un boulevard. Il n'est pas dans une impasse, il a un boulevard, il a une capacité aujourd'hui. Alors, à envoyer un signal à travers les nominations des nouveaux membres du gouvernement. Après, la figure du Premier ministre n'envoie pas ce signal. Ce nouveau gouvernement et sa composition, on va évidemment continuer d'en parler encore dans le live BFM ce matin. 2 infos à vous donner en bref. D'abord à Bayonne, un chauffeur de bus est en état de mort cérébrale après une agression. 4 individus voulaient monter dans son bus sans masque ni titre de transport. Le chauffeur de bus y est opposé, ils l'ont frappé. Ce chauffeur a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Un seul individu a été interpellé. Et puis autre information de la matinée, la disparition d'Ennio Morricone, compositeur, producteur, chef d'orchestre réputé dans le monde entier pour ses musiques de films. Il a notamment composé la musique de Il était une fois en Amérique et vous avez peut-être reconnu aussi Il était une fois dans l'Ouest. Ennio Morricone avait 91 ans. Voilà, on se retrouve dans un tout petit instant pour évoquer la suite et la nomination du nouveau gouvernement, premier gouvernement de Jean Castex. Une petite pause, on se retrouve juste après. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Pendant que vous avez pris soin de vous, qui a pris soin de votre voiture? Sur AD.fr, faites un devis gratuit 24 heures sur 24 et prenez rendez-vous dans l'un des 2000 garages AD pour reprendre la route en toute sécurité. AD, c'est sûr.
Mais vous savez, le machin avec un petit bitonio rond au milieu? Du bleu outre-mer. Oui, sauf que dans le bleu outre-mer, il y a beaucoup de bleu. Et un truc en caoutchouc sur le dessus. Et en morzeule? ICTA. Préfilé? Diamètre de 16. Ça ressemble à ça. Mais il va falloir m'en dire un tout petit peu plus quand même. Ah bon? Ou non, sur le dessous. C'est sur le dessus. Je vais vous trouver ça. Merci. Il faut être proche de ses clients pour les comprendre aussi bien depuis 40 ans. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Besoin de parler à quelqu'un? Positive You est une plateforme privée et sécurisée qui vous permet d'échanger avec des psychologues diplômés et expérimentés par visioconférence et par chat. Bénéficiez dès aujourd'hui de votre première session gratuite sur www.positiveyou.co. Positive You, ensemble pour un meilleur nous. Chez Horace, découvrez nos soins naturels fabriqués en France pour prendre soin de votre corps, de vos cheveux et de votre visage, naturellement et efficacement. Livraison assurée, gratuite des 30 € d'achat. Rendez-vous sur notre site horace.co. Horace, soins naturels pour hommes. Pour moi, perdre du poids, c'est pas seulement une question de silhouette, mais une question de bien-être. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos, j'ai retrouvé mes jambes, ma forme et mon endurance. Je suis limite prêt à rejouer la Coupe Davis. Chez Comme J'aime, nos clients perdent en moyenne 6 kilos le premier mois et 11 kilos en 3 mois. 0800 204 304 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Mon corps, ma forme, c'est mon vrai capital. Pourquoi la pastèque bouquet est-elle différente? Regardez par vous-même. Vous ne remarquez rien? Gourmande, juteuse, la pastèque bouquet vous réserve un été naturellement sans pépins. Alors, montrez-moi ça. Vous voyez bien? Ouais, elles sont parfaites. Enfin, j'adore. Encore mieux que dans mon souvenir. Et celles de Lucas aussi, elles sont vraiment belles. Hein. Merci. Je vous dois. Ah mais rien madame, chez Optical Center, que ce soit pour les lunettes ou les appareils auditifs, le reste à charge est à 0. 0 €. 0 €. Ça doit être une erreur. Faut qu'on parte à moins qu'ils se rendent compte. Bah, merci beaucoup. L'offre 0 € reste à charge d'Optical Center. Une sélection de lunettes et d'appareils auditifs à 0 €. Optical Center, optique et audition. Dispositif médical. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Ravi de commencer cette journée avec vous. Info, trafic, météo, sport, culture. Et on parle musique ce soir. BFM en région. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole, Lille, son agglomération et le littoral. C'est BFM Grand Littoral. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous souhaiter un bon moment devant la météo avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant ? Cette semaine s'annonce estivale, les températures seront en hausse principalement en milieu de semaine. On a une petite dégradation aujourd'hui qui circule, qui apporte des nuages principalement près des Pyrénées, avec assez peu de précipitations, simplement quelques gouttes ce matin du côté du Jura. Et cet après-midi, il y aura encore des nuages vraiment vers le piémont pyrénéen. Le soleil autour de la Méditerranée, mais avec un Mistral et une tramontane qui souffleront à 90 km/h. Le soleil pour la moitié nord, mais avec des températures inférieures aux moyennes de saison, mais un bon ressenti grâce au soleil. Température de sous-abri de 22 degrés pour Paris, 18 pour Brest. Demain, beaucoup plus de soleil, moins de vent en Méditerranée. Température en hausse, petite dégradation mercredi sur l'extrême nord, mais les températures seront en hausse. 27 à Paris, 33 pour Toulouse et pour Montélimar. Et jeudi, cette dégradation sera au nord de la Seine, alors qu'il fera très beau sur les trois quarts sud. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous dire que c'était la météo avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant ?
Merci d'être avec nous. Il est bientôt 11h30, le live BFM Tout savoir, tout comprendre. Dans la prochaine demi-heure, le casting de Castex, un gouvernement de mission et de rassemblement composé d'une vingtaine de ministres. Il doit être annoncé dans la journée. Entrant, sortant, promu et surprise, la coulisse et les tout derniers arbitrages à suivre en direct dans cette émission avec Agathe Lombré et Julia Vandels. La première est à l'Elysée, la seconde devant Matignon. Politique, sociale, économie, écologie, gouvernance, ce qui pourrait vraiment changer dans l'acte 3 du quinquennat. Les défis du président, sa prise de parole le 14 juillet et l'horizon 2022. Tout cela commence dès aujourd'hui. Et puis le retour en force du coronavirus dans l'actualité de ce lundi. Les hôpitaux américains sont surchargés. L'Inde devient le 3e pays en nombre de cas devant la Russie. En France, le plan blanc est déclenché en Guyane. À Paris, le Louvre rouvre ses portes. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements à, je cite, se réveiller. Le nouveau gouvernement, le premier de Jean Castex, il doit être annoncé, dans les minutes ou dans les heures qui viennent. En tout cas, c'est imminent. On en parle ce matin avec Routel Krief, Christophe Barbier, Pierre-Alexandre Anglade et Pierre Jacquemin. Avant de vous entendre, Agathe Lombré est devant l'Elysée. Le détail des annonces devrait donc intervenir, on va dire incessamment sous peu. Oui, dans les heures qui viennent. C'est en tout cas l'objectif fixé par l'Élysée, Thomas, après un intense week-end de tractation. Hier soir, Emmanuel Macron et Jean Castex ont dîné ensemble pour plancher sur la liste de la future équipe. Une équipe qui doit être annoncée en 2 temps, parce que le chef de l'État veut aller vite. D'abord, une vingtaine de ministres et ministres délégués, et ensuite les secrétaires d'État. Alors quel visage pour incarner les nouvelles priorités annoncées par Emmanuel Macron? Écologie, culture, économie ou encore ordre régalien. Un indice peut-être, hier soir, Jean Castex, devant des policiers, a souligné que le ministre de l'Intérieur serait nommé sur sa proposition. Alors certes, c'est la formule consacrée, mais cela pourrait laisser entendre que Christophe Castaner, très proche du chef de l'État, ne resterait pas à Beauvau. Ce choix est cornélien pour Emmanuel Macron. Écoutez ce que me confiait l'un de ses proches. Le choix des ministres régaliens est crucial. Or, si Christophe Castaner n'est pas parfait, au moins avec lui, Emmanuel Macron peut dormir sur ses 2 oreilles. Qui, dans ce cas, pour remplacer Christophe Castaner s'il quittait Beauvau? Eh bien, les rumeurs vont bon train depuis ce matin. Tout à l'heure, on murmurait le nom de Jean-Christophe Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. À l'instant, quelqu'un me citait le nom de Elisabeth Borne, ministre de l'écologie. Vous le voyez, ce ne sont que des rumeurs. Il faut être extrêmement prudent, car parfois, un nom envisagé très sérieusement à l'instant T peut être rayé à la dernière minute de la liste. Imaginez le supplice pour les ministres, Thomas, qui ne sont pas encore fixés à cet instant. Des ministres qui parfois, comme nous, découvriront la liste définitive par la bouche d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui devrait sortir sur le perron du palais présidentiel pour égrener les noms des heureux élus, comme le veut la tradition. Et ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Merci Agathe. On verra si Jean-Michel Blanquer passe à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Avant de parler des hommes et des femmes, ceux qui pourraient rester, ceux qui devraient partir, les surprises aussi, parce qu'on entend beaucoup ce mot de surprise ces derniers jours. Un mot de l'urgence. La première mission de ce futur gouvernement, que doit-elle être, Christophe Barbier ? Être en coïncidence, en cohérence avec le plan de relance qui sera annoncé. Il y a un grand discours du président de la République qui est prévu avant le 14 juillet ou au 14 juillet. Il y aura le détail de ce plan à la fin du mois d'août. Si on n'a pas un gouvernement d'exécution de ce plan de relance, pour qu'on sorte de l'ornière économique et qu'on évite le gouffre social, ça sera un gouvernement inutile. Il reste 18 mois avant la fin de ce quinquennat. Il reste quelques mois pour que la France prenne les bonnes options économiques et sociales pour éviter de trop souffrir des conséquences du coronavirus. Toute l'action du gouvernement, quels que soient les secteurs, elle doit être dans ce sens-là. C'est valable qu'on soit à la défense, à l'agriculture ou sous-secrétaire d'État chargé de tel ou tel sous-dossier. Économie, vous êtes d'accord, Routel Krief ? Absolument. Sur quoi est-ce qu'on peut être jugé quand on a un candidat à la présidentielle et qu'on vient de traverser une crise telle qu'elle s'annonce, enfin qu'elle est déjà là. Les résultats du chômage, la réindustrialisation, la souveraineté économique dans certains domaines, on l'a vu, sanitaire en l'occurrence, ça a été extrêmement percutant pendant la crise, et des moyens pour soutenir un certain nombre d'entreprises qui peuvent essayer de traverser la période. Donc oui, je pense que c'est le critère essentiel. Ensuite, le régalien, ça va être très important. Les questions autour de pas la sécurité, mais
de l'identité et d'un certain nombre de questions face au reste du monde. Ça aussi, je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas se tromper là-dessus. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait une personnalité qui incarne cela, même sans en parler, quoi. Qui incarne une forme de république qui protège les citoyens et qui assure l'égalité, l'égalité de tous et la protection. Donc, cela aussi, c'est très important à l'arrivée pour une présidentielle. Mais évidemment, incontestablement, avec la crise qu'on va traverser, qu'on est en train de traverser, l'économie, oui, en premier lieu. Ce sont les deux axes de travail de ce futur gouvernement. Avec cette réserve qu'il faut à la fois aller vite et à la fois dialoguer. Oui. On l'a dit tout à l'heure. L'économie et la présidentielle, parce que c'est très politique, il faut des résultats rapides. Donc, comment trouver la bonne recette? Puisqu'il faut entraîner les partenaires sociaux, parler aux Français et en même temps avoir des résultats assez rapides. Et ne pas braquer. Par exemple, cette réforme des retraites qui est comme ça, qui revient par la fenêtre après avoir été sortie par on la a vu porte. que déjà les principaux responsables syndicaux mettaient en garde Emmanuel Macron et ce futur gouvernement. Attention à ce qui est décidé sur ce sujet-là. C'est un épouvantail pour les partenaires sociaux. Donc pourquoi la ressortir maintenant? Donc voilà, ça c'est un exemple de... Y compris pour le MEDEF qui a demandé à ce qu'on fasse pause. Le patron du MEDEF a dit qu'il faut faire pause sur cette réforme. Mais je pense que dans les signaux qui doivent être envoyés, il y a sans doute la question économique parce qu'il y a un grand nombre de secteurs économiques. Je pense les petites entreprises qui risquent de faire faillite et de ne pas rouvrir un certain nombre de leurs activités. Mais il y a aussi la question sociale qui va être centrale. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a basculé dans la pauvreté pendant la période du confinement et que je pense que des annonces devraient être faites pour soutenir justement ces ménages, ces familles, ces individus qui sont aujourd'hui sans salaire, sans garantie d'avenir et sans perspective d'emploi. Et que je pense que sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de la formation, on doit mettre le paquet et sans doute le gouvernement doit envoyer des signaux dans ce sens. Et puis encore une fois, vous avez parlé de la réforme des retraites. Je pense qu'effectivement, c'est pas le moment de ressortir un dossier qui clive à ce point la société, mais il y a aussi la réforme de l'assurance chômage. Je pense que là aussi, les conditions, le durcissement des conditions d'accès au chômage ne sont pas compatibles avec la période que l'on vit. Elles ne sont pas compatibles. Mais pardon à tous les deux, mais vous vous rendez compte que si la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage sont mises de côté, le reproche qui pourrait être fait au chef de l'État, c'est de dire mais vous n'avez pas tenu vos promesses, vous n'avez même pas réussi à mener à bien ces deux réformes. Entre-temps, il y a eu une grave crise quand même qu'on a tous connue, qui est une crise sanitaire, qui va être une crise sociale, une crise économique, une crise climatique. Si la leçon retenue par le président de la République, c'est je maintiens la réforme de l'assurance chômage, je maintiens la réforme des retraites, il faut qu'il change de métier. Il faut changer de métier, il faut changer il faut surtout changer de politique. Et donc s'il a retenu que ça comme leçon, ça ne va pas aller. Je pense qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question démocratique. Je pense qu'il y a clairement aujourd'hui un dysfonctionnement de nos institutions, elles ne sont plus aujourd'hui compatibles avec l'ère dans lequel on est aujourd'hui. On voit bien que l'administration française, telle qu'elle a fonctionné pendant le confinement, n'a pas été hyper opérationnelle. Donc nos institutions, on l'a vu aussi avec l'abstention record qui a été celle des municipales, il y a aussi quelque chose qui doit être annoncé sur un plan institutionnel de la part d'Emmanuel Macron. Il y a un big bang presque à faire sur la question institutionnelle. Je pense que ça fait partie des sujets avec la question climatique, sociale qui sont attendus. Et dans un instant, avec Sandra Gandoin, on va voir quels pourraient être les hommes et les femmes qui vont incarner ce changement. Juste avant, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Routel Krief il y a quelques instants à peine. Préparer 2022, ça doit être une préoccupation de ce futur nouveau gouvernement aussi ? La seule préoccupation dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de relancer le pays, de reconstruire le pays, de sortir du marasme économique, de préserver les emplois, d'en créer. La crise, elle a quand même mis au jour un certain nombre de fragilités dans notre tissu économique, notre grande dépendance sur un certain nombre de productions, notamment en matière de santé, de la part de grands ensembles en dehors d'Europe. Et donc la priorité, ça doit être la réindustrialisation en France et en Europe. Et puis un mot sur la réforme des retraites, parce que j'entendais dire que ce n'était pas forcément la priorité. Mais cette crise, elle a aussi mise en lumière des grandes fragilités, elle a mis en lumière des grandes inégalités dans la société. Donc pour vous, il faut aller jusqu'au bout de cette réforme. Moi, je pense que celles et ceux qui étaient en première ligne pendant tout le confinement, les caissières, les transporteurs routiers, les agriculteurs qui nous ont nourris, tous ceux qui aujourd'hui ont fait tourner le pays alors que nous étions confinés, eh bien ceux-là, au bout d'une vie de travail, souvent... Au risque de rallumer la contestation sociale, il faut aller au bout de cette réforme. C'est ce que vous dites. Une retraite entière. Et donc moi je pense que lorsque l'on veut arriver vers un minimum contributif de 1 000 €, de faire que chaque heure travaillée vous permette d'avoir des points de retraite, le fait que lorsque vous êtes une femme, vous avez aujourd'hui une retraite largement inférieure à celle d'un homme, eh bien c'est une réforme de justice et de progrès social. Et je pense aussi que celles et ceux qui ont les métiers les plus durs doivent aussi avoir la possibilité de partir. Bon, en tout cas, vous ne le dites pas, mais vous employez les mots. On aura compris que selon vous, il faut aller au bout de cette réforme. Qui entre, qui sort, qui reste de ce gouvernement? Sandra Gandoin, on va démarrer avec les ministres menacés. Attention,
non, tout doit être dit au conditionnel. Oui, effectivement, des noms ressortent le plus souvent, à commencer par celui de Christophe Castaner, à l'intérieur, très contesté en interne par l'opinion publique. Il est fragilisé. On parle aussi d'Elisabeth Borne. Elle n'incarnerait pas assez l'écologie aux yeux d'Emmanuel Macron. On cite aussi Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et Franck Riester, le ministre de la Culture. Muriel Pénicaud également pourrait être menacé. L'emploi devient l'un des ministères les plus stratégiques et le chef de l'État veut une personnalité forte. On parle aussi, pour sortir, de Christelle Dubos, Geneviève Darrieussecq et Frédérique Vidal. Les ministres confortés ou promus, qui pourraient-ils être? Parmi eux, Gérald Darmanin revient très souvent à l'action et au compte public. Il pourrait hériter d'un grand ministère social. Marlène Schiappa également, elle l'a fait savoir. Elle aimerait obtenir un grand ministère de la famille. Et puis Marc Fesneau également est évoqué, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui pourrait atterrir à l'agriculture. Les surprises, Sandra, dis-nous tout. Alors, pour remplacer Christophe Castaner, on parlait jusqu'à ce matin de Frédéric Pechnard. On parle maintenant de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui serait lui-même remplacé par Julien Denormandie. C'est évidemment à prendre encore avec beaucoup de prudence. On parle aussi de Christophe Béchu, le maire d'Angers, ou de Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Quoi qu'il arrive, l'exécutif a plusieurs obligations. Soigner sa majorité, garder ses alliés, répondre à la parité, faire de l'écologie une équation dont on devrait connaître bientôt le résultat, Thomas. Merci Sandra. Et oui, c'est imminent l'annonce de ce nouveau gouvernement. Ce qui nous fait dire ça, écoutez, c'est très simple, c'est que Jean Castex est actuellement à Matignon. On se trouve Julia Vanelst ce matin pour BFM TV. Et Julia, le programme de l'après-midi est déjà très chargé pour le nouveau Premier ministre. Oui, effectivement, le Premier ministre qui va continuer ses déplacements cet après-midi puisqu'il doit se rendre dans les 3 assemblées. Mais à l'heure où je vous parle, il est toujours ici à l'hôtel de Matignon aux côtés de son directeur de cabinet Nicolas Revel. On attend maintenant l'officialisation de son gouvernement. Jean Castex qui s'est, vous le savez, entretenu tout le week-end avec le président de la République Emmanuel Macron à la manœuvre. Le Premier ministre ne cesse de le dire. Il veut aller vite. Il a donc enchaîné les déplacements depuis sa nomination. Thématique de la relance économique à Corbeil-Essonnes, thématique sécuritaire hier soir à la Courneuve, et puis aujourd'hui, comme je le disais, des déplacements un peu plus politiques puisqu'il va rencontrer les présidents des 3 assemblées, Assemblée nationale, Sénat et Conseil économique, social et environnemental. À ce moment-là et ce soir, il rencontrera également les députés de la majorité qui seront reçus ici à l'hôtel de Matignon. À ce moment-là, donc, on connaîtra donc très certainement la composition de son nouveau gouvernement. Julia Vanelst devant Matignon avec Romain Cazenave. En coulisses, ça s'active avant l'annonce des nouveaux ministres, notamment du côté de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. David Hunal, vous êtes avec nous ce matin pour nous expliquer tout ça. Elle sert à quoi, cette Haute Autorité? Eh bien, on va le regarder ensemble. Elle va en fait contrôler les situations des futurs ministres avant leur nomination. Alors, plusieurs éléments sont étudiés. Regardez d'abord les déclarations fiscales, mais déclarations de patrimoine aussi et déclarations d'intérêt. Alors, prenons par exemple une déclaration patrimoniale qui est donc effectuée par l'intéressé, sont répertoriés en fait sous forme de tableaux, notamment les propriétés, mais aussi des parts de sociétés civiles immobilières s'il y en a, ou bien encore les comptes bancaires. Eh bien, ce que va faire cette haute autorité, c'est vérifier par exemple que les biens sont estimés correctement. C'est aussi croiser ces données, notamment avec celles du fisc. Et parfois, cette haute autorité, elle peut directement demander des éclaircissements aux futurs ministres. Cette haute autorité, elle a été créée quand et pourquoi ? Eh bien, regardons là aussi ensemble. Elle a été créée donc pour s'assurer que les futurs ministres sont irréprochables. Donc, cette haute autorité, elle a vu le jour en 2014 pour éviter les mauvaises surprises. On l'a vu par exemple dans l'affaire Cahuzac. Et puis, il y a eu aussi l'affaire Thévenoud, ce secrétaire d'État qui avait été épinglé après sa nomination, notamment car il payait ses impôts en retard. Eh bien, les situations des futurs ministres sont étudiées maintenant avant leur nomination. Et à l'issue de ces études, cette haute autorité, elle formule une appréciation qui est transmise à l'Élysée et à Matignon. Et c'est pour ça qu'on attend toujours Alexis Kohler. Merci David pour ces précisions. La valse des noms évoqués évidemment pour les ministères. On devrait être fixé dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Il y en a un nouveau, Routel Krief. Oui, je vous parlais de Barbara Pompili à l'écologie tout à l'heure. En autre femme, le nom de Roselyne Bachelot est évoqué, non pas du tout pour la santé,
mais plutôt pour la culture. Elle a déjà été ministre de la Santé, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant. Précise, mais peut-être pour la culture. Voilà, c'est un nom qui circule. Grande fan d'opéra, Roselyne Bachelot, je crois. Grande fan d'opéra et a gardé des contacts avec la culture de façon permanente dans sa vie et par ailleurs avec la communication puisqu'elle est aussi familière des médias. Christophe Barbier, les équilibres, ils se décident comment ? En regardant le pédigré de tous ceux qu'on veut faire entrer au gouvernement. D'abord la parité, c'est une exigence. Elle a été rappelée d'ailleurs par Jean Castex dès son arrivée. Ensuite la répartition politique, c'est très complexe, particulièrement pour le président Macron qui a construit ses majorités en prenant à droite et à gauche des hommes et des femmes de bonne volonté, en essayant de faire du et en même temps, de dépasser les clivages. Et puis enfin, il y a quand même l'équilibre géographique qui est important, surtout quand on rentre dans une période électorale où il va y avoir les régionales et la présidentielle, puis les législatives. Il faut faire attention à ne vexer aucun territoire, qu'il ne manque pas un ministre du Grand Ouest ou du Sud-Est. Il faut que chaque pays puisse être représenté. Frédéric Pechnard, Christophe Béchu, Jean Rottner, plus ceux qui sont déjà en place, on a l'impression que c'est un gouvernement de droite, on a un gouvernement les Républicains qui est en train de se dessiner, non ? En tout cas, c'est le signal qui a été envoyé avec la continuité du profil qu'incarne le nouveau Premier ministre Jean Castex. Je pense que la principale, finalement, difficulté pour le président de la République, c'est de contenter un peu tout le monde au sein de la majorité présidentielle. On voit bien qu'un certain nombre de jeunes députés de la République En Marche font du forcing pour pouvoir entrer au gouvernement. Et laisser des jeunes députés déçus de ne pas avoir été nommés au gouvernement pourrait susciter quelques critiques ou voire quelques oppositions au sein de la majorité qui pourrait continuer de se fracturer à l'Assemblée nationale. Je pense que la principale ligne de fracture pour Emmanuel Macron pourrait se situer justement dans sa propre majorité qui pourrait faire émerger un certain nombre de déçus. Après, on voit que Emmanuel Macron cherche effectivement à jouer ce et en même temps et à afficher ce et en même temps. Je le disais tout à l'heure, il est allé chercher, en tout cas les proches d'Emmanuel Macron sont allés chercher Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste, une des opposantes à la politique d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que si on va chercher jusque-là, où on émet l'hypothèse que même jusque-là on peut venir soutenir la politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a du mal à trouver dans ses rangs des personnes qui incarnent des figures de gauche, des figures écologistes, même si Ruth disait tout à l'heure qu'effectivement des figures comme Barbara Pompili pourraient venir faire ce... Il peut aller jusqu'où à gauche, Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Mais c'est toute l'ambiguïté de cette politique du et en même temps. Enfin, pardon, mais je crois qu'on a bien vu à travers les élections municipales notamment, et même dernièrement... Vous parlez des municipales, Marseille par exemple, Samia Ghali, est-ce qu'elle pourrait entrer au gouvernement ? Le clivage droite... Ça, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça serait compliqué du coup à Marseille de gérer une situation où Samia Ghali serait nommée. Mais je pense que Samia Ghali a fait un acte très fort ce week-end en rejoignant les listes et la candidature de... en renonçant en quelque sorte à ce qu'elle espérait. En participant d'une aventure qui fait que Marseille change radicalement d'options politiques. Et je pense que c'est une belle révolution qui est en train d'arriver à Marseille. Donc j'espère pas que Samia Ghali puisse faire le pas de rejoindre ce gouvernement. Mais encore une fois, je crois vraiment que le clivage droite-gauche, tel que Emmanuel Macron a voulu l'effacer, est en train de réapparaître de manière très forte. On l'a vu encore une fois au municipal. Le match qu'on voulait nous imposer de La République En Marche contre le Rassemblement National n'a pas eu lieu au municipal. Certes, c'est pas le même mode de scrutin qu'un scrutin national, mais ça veut dire quand même que ces oppositions continuent d'exister. C'est les grands vainqueurs de ces municipales, c'est quand même les socialistes et les républicains. Donc peut-être que ce joue-là aujourd'hui, justement, Emmanuel Macron a envie de faire continuer à croire que le et en même temps est possible. Je ne crois pas que les quelques personnalités de gauche qui pourront rentrer dans ce gouvernement donneront le crédit d'une politique de gauche à Emmanuel Macron. Ce qui était valable en 2017 lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rassembler droite et gauche en disant voilà, on prend les meilleurs pour travailler et avancer ensemble ? Ça, c'est encore audible par les électeurs ? Je crois que la double leçon, c'est quand même que les clivages des partis obsolètes, le clivage qui a réussi à casser Emmanuel Macron au niveau national, reste valable au niveau national. Même si les élections locales ont conforté la droite, un peu moins le PS qui avait beaucoup perdu en 2014, qui n'a pas tout repris, les écolos qui ont fait une percée. Quand le lendemain on fait des simulations présidentielles, on retrouve Macron-Le Pen, c'est-à-dire le grand centre et puis les extrêmes. Et donc ça, on voit que les Français sont devenus un peu schizophrènes. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de candidat affiché à droite pour encore. l'instant, voilà, pour l'instant. Et au PS,
l'Est, effectivement. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Mais au niveau local, par-delà les clivages, ce qu'on a vu, c'est que les Français cherchaient aussi la bonne volonté, la modernité, le renouvellement. Voir une écologiste de 30 ans battre un vieux socialiste à Poitiers, c'est pas le retour du PS. Au contraire, c'est plutôt la continuité du dégagisme, pourvu qu'on offre aux gens des solutions nouvelles qui correspondent aux exigences nouvelles, avec des profils neufs. Et là-dessus, Macron, dans son et en même temps, peut garder une petite carte à jouer. Encore faut-il trouver les gens pour l'incarner. C'est-à-dire que prendre des gens, des hommes ou des femmes de droite et de gauche de l'ancien temps, et Ségolène Royal ou Roselyne Bachelot sont quand même marqués par leur passé. C'est évidemment moins moderne, ça a moins d'effet de souffle que ce que l'on a pu voir quand on a vu des figures arriver de la société civile, de la droite et de la gauche, mais avec un parcours d'hommes et de femmes d'entreprise en 2017. Et en début de quinquennat, là, les choses sont véritablement très différentes. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 2 ans, et puis dans ces 2 ans, il faut retirer les quelques mois de campagne. On n'est pas dans une situation où on fait venir des talents plus facilement. Il faut à la fois de l'expérience politique pour tenir la boutique en période de combat politique, et néanmoins donner l'impression qu'on se projette vers donc il faut des gens qui ont aussi l'habitude des arcanes du pouvoir. Oui, je suis sûre qu'il y a une volonté d'avoir des ministres assez politiques pour lesquels finalement il n'y a pas d'expérimentation et de mois d'essai ou de semaines d'essai et qu'il faudrait qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible. C'est en tout cas l'attente des Français, que ce soit le désir du gouvernement ou pas, c'est pas le plus important. L'attente des Français, c'est quoi? C'est d'avoir des résultats rapides, d'avoir des personnes qui se soucient moins d'eux-mêmes que de la situation du pays et de leurs concitoyens et qu'on ne perde pas de temps dans des choses, des discours ou des dialogues de personnalité ou de personnes, mais avoir des gens qui soient efficaces, qui apportent des résultats, qui lorsqu'ils disent quelque chose ne sont pas contredits, ne soient pas en décalage ou ne soient pas des amateurs, quoi. Or, l'amateurisme a quand même marqué le début de ce quinquennat. Donc maintenant, il s'agit d'être professionnel. Oui, mais comment on fait pour avoir des professionnels et en même temps renouveler la vie politique? Parce que c'était ça aussi l'idée du début de quinquennat, dire on va un peu rafraîchir les choses, mettre les vieux politicards de côté et faire rentrer du sang neuf en politique. Simplement aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que pour continuer une politique similaire, accélérer en tout cas la politique mise en place depuis 2017, il faut faire revenir l'ancien monde. Non, mais sortons de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont professionnels, mais qui peuvent renouveler la politique. Ça dépend s'ils sont dans les mêmes secteurs, ça dépend du style dans lequel avec lequel ils vont travailler. Voilà, c'est pas parce qu'il y aura des noms qui ont marqué la vie politique avant que ce sera pas neuf si c'est dans un contexte d'une équipe renouvelée avec un autre Premier ministre, avec surtout un projet qui soit clair enfin et qui soit rapide et efficace. On peut faire une politique nouvelle avec Roselyne Bachelot, en route. Mais ce qui est important, c'est de rassembler dans ce gouvernement des personnalités politiques qui vont être capables de faire de la politique. Et il y a eu une première partie du quinquennat qui était cette aspiration très profonde au renouvellement, qui est d'ailleurs encore très présent dans la société française. Ça n'a pas marché, ça? Vous évoquiez Poitiers. Si, ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné et je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais c'est aussi nécessaire, dans les 18 mois qui arrivent, de faire venir des personnalités politiques d'expérience qui vont être capables d'être tout de suite à la hauteur de la tâche, qui vont tout de suite être capables de mettre en œuvre des politiques publiques, qui vont tenir leur ministère et qui vont pouvoir aller au plus près du terrain pour voir si les choses fonctionnent. C'est important, le retour de la politique. Et je crois que ce qui a parfois peut-être fait défaut dans les premières années du quinquennat, c'était le côté société civile qui était très important, mais qui parfois a fait un peu défaut. Et le retour du politique dans ces 18 mois est extrêmement important. Et la notion de dépassement, en faisant venir des personnalités qui autrefois étaient à droite, d'autres à gauche, d'autres au centre chez les écologistes, ça me semble être primordial pour ce nouveau gouvernement. Le retour de la politique, nous serons fixés dans les minutes, dans les heures qui viennent. En tout cas, ça c'est certain, avec l'annonce de ce nouveau gouvernement. Ce sera sur le perron de l'Élysée, ce sera avec Alexis Collère et ce sera à suivre en direct sur BFM TV. En attendant, il est 11h52 et c'est l'heure de la météo. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous souhaiter un bon moment devant la météo avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant ? Une bonne nouvelle, Christophe, pour ceux qui sont partis en vacances. La semaine s'annonce plutôt bonne. Et même estivale, les températures restent un petit peu basses sur la moitié nord aujourd'hui, mais elles vont grimper lors de ces prochains jours. Regardez ce matin, on a quand même de belles éclaircies sur la capitale. Il y aura quelques passages nuageux aujourd'hui. Et puis Bordeaux qui se trouvait sous la dégradation, sous les nuages. Mais ça y est, les éclaircies sont revenues sur cette zone. On a une petite perturbation qui circule, qui apporte principalement des nuages, qui circule désormais un petit peu plus vers la moitié sud et qui nous apporte ces quelques nuages près des
Pyrénées. Il y a quelques gouttes sur le Jura, par exemple. On retrouvera cet après-midi un ciel qui se dégage partout, sauf sur le piémont pyrénéen, où il y aura toujours un peu de grisaille. Beaucoup de vent autour de la Méditerranée. Là, ça est assez désagréable. 90 km/h en rafale pour le Mistral et la Tramontane. Les belles éclaircies pour la moitié nord, mais dans des températures assez basses pour la saison. 22 par exemple pour Paris. En cette saison, on devrait avoir 24-25 degrés, mais au soleil, le ressenti sera agréable. 26 pour Bordeaux, jusqu'à 34 pour Montpellier. Lors de la journée de demain, de plus en plus de soleil, un tout petit peu moins de vent vers le pourtour méditerranéen. Les températures continueront leur ascension. On aura 25 pour Strasbourg, jusqu'à 33 degrés pour Marseille. Belle journée mercredi, sauf à proximité de la Manche et surtout vers les Hauts-de-France où on aura des nuages avec un petit peu de pluie. Il fera de plus en plus chaud sur les régions du nord. On aura 20 degrés à Lille, mais 27 pour Paris, 30 degrés pour Bourges et Clermont-Ferrand, 33 degrés pour Toulouse. Et jeudi, la dégradation restera sur la moitié nord. On la retrouvera encore vendredi. Et une belle amélioration pour le week-end, samedi comme dimanche, du soleil avec 26 au nord, 32 au sud. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous dire que c'était la météo, avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant? C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir à partir de 9h pour une nouvelle émission du Live BFM. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le 12-15, Céline Moncel, Damien Gourlet. Ils vont revenir sur le casting de Castex, un gouvernement de mission, de rassemblement composé d'une vingtaine de ministres. Il doit être annoncé dans les minutes, dans les heures qui viennent, entrant, sortant, promu, surprise, la coulisse, les tout derniers arbitrages à suivre sur BFM TV. Restez avec nous. BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez, c'est parti pour BFM Story. On rembobine et on refait le film. Avec des invités, témoins et acteurs, Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Quelle histoire, ce couac? Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité. Vous avez décidé de parler ce soir. C'est dans BFM Story, 17h-19h, sur BFM TV. Votre programme avec Sen 10h. Gel hydroalcoolique, fabriqué en France. Aujourd'hui, vous pouvez contrôler votre budget auto. Et oui, découvrez nos forfaits entretien sur ad.fr à partir de 79 €. Et en fonction de votre véhicule, calculez votre budget à l'avance. Ça rassure. AD, c'est sûr. Eh oui, c'est comme ça. En même temps, c'est normal. Il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour être aussi responsable que CTLM. Redémarrons ensemble vos projets en toute confiance. CTLM vous accompagne avec des solutions de reprise personnalisées. Retrouvez-les au 0800 200 100 ou sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Ça y est, c'est le printemps. Et pendant 150 jours, les vaches se nourrissent des herbes fraîches des montagnes de Haute-Savoie. Et ça, tu vois, c'est excellent pour le lait et pour nos reblochons. Je confirme. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Et vous, à quoi pensez-vous pour les vacances? Je pense détente, je pense évasion. Je pense loisirs, je pense famille. Pour les vacances, je pense Hauts-de-France. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur FI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait les économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait. Bien sûr que si. Arrête, j'ai rien fait.